Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour plutôt, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le nord du pays où s'est tenu le lancement officiel du tournoi interlocalité à Tadjoura-Ville. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous emmène au Proche-Orient où plus de 64 Palestiniens ont été martyrisés au cours des derniers 24 heures. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, je vous disais, le secrétariat d'État chargé des sports a organisé le lancement officiel du tournoi interlocalité et culturel qui s'est déroulé hier après-midi au complexe sportif de Tadjoura. Événement unique en son genre vise à promouvoir le sport, la culture et la cohésion sociale entre les différentes localités participantes à travers des rencontres sportives dynamiques et des animations culturelles riches et variées. Ce tournoi se veut un espace de partage, de célébration et de vivre ensemble. Était présent le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, le préfet adjoint, Habib Djilani, la secrétaire générale du secrétariat du sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, le directeur des régions, Omar Hassan Abdillahi, la présidente de l'association des femmes de Tadjoura, Hassan Ali Hassan, le doyen de la région Tadjoura, les grands sages et doyens de Tadjoura, et des hauts cadres des femmes de la région de Tadjoura. Eh bien, dans ses propos, le secrétaire d'État chargé des sports a indiqué qu'à travers chaque discipline sportive, chaque manifestation culturelle, ce sont nos valeurs de paix, de respect et d'unité, d'excellence qui s'expriment conformément à la politique générale du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Acteurs jeunes, encadreurs, artistes, sportifs, organisateurs et partenaires qui contribuent à chaque jour à faire vivre le sport, la culture dans nos villes, nos quartiers et nos localités. De l'interlocalité. L'année dernière, il y a eu une participation de 12 équipes. Par rapport à cette année, nous avons 21 équipes qui ont participé. Dans le défilé, tout le monde a été vraiment enthousiasmé. Aussi, toutes les localités ont été. Eh bien, M. Omar Hassan Abdillahi, directeur des régions au secrétariat d'État de sport, a salué avec l'engagement et l'enthousiasme des participants. Il a tenu à féliciter l'ensemble des équipes locales venues des 4 coins de la région pour leur participation active, leur esprit de fair play. Il a également rendu hommage aux encadreurs, aux bénévoles ainsi qu'au comité d'organisation dont le travail remarquable a permis la réussite du lancement de cette nouvelle édition. Éducation cette fois-ci, où le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, en étroite collaboration avec l'UNICEF, l'Agence française de développement, a organisé jeudi dernier les travaux d'un atelier de restitution et de diffusion de la politique de la gestion des ressources humaines sensibles en genre du MENFOP. Cet atelier de restitution s'est déroulé au centre de formation du personnel du MENFOP, a été présidé par le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Abdallah Mayoub, rappelant que cet événement a vu la participation des directeurs, des inspecteurs de la région de l'intérieur ainsi que des chefs des services du MENFOP, sans oublier des ONG nationales, des partenaires techniques et financiers qui ont également pris part à cet atelier. A noter que cet atelier a été animé par la consultante en genre de l'éducation, Mme Gwengin, qui a fait une large présentation des objectifs de l'atelier et des méthodologies ainsi que la validation des axes stratégiques de l'éducation des filles, à savoir les opportunités des défis et obstacles, les cadres mis en œuvre d'un dispositif institutionnel pour assurer la réussite de la stratégie de scolarisation des filles. À l'issue des présentations, les travaux en groupe sur la stratégie ont été mis sur plan d'action qui s'articulent autour de 7 axes stratégiques majeurs répartis en 24 piliers pour améliorer l'éducation des filles à Djibouti. On a pu travailler vraiment pleinement pour améliorer, ajuster, compléter le plan d'action qui comporte 7 piliers.
à la fois des piliers sur la question de la gouvernance, de la gestion RH, mais aussi la formation du personnel, la communication, la lutte contre les stéréotypes, ainsi que la question de la planification et des partenariats et des budgets. Quasiment toutes les directions et tous les services ont participé, et ce depuis la formation de décembre aussi, qui avait été très riche, et celle de février qui a eu lieu aussi sur la planification et les indicateurs statistiques. Et vraiment, c'est un plan d'action, comme l'a dit le secrétaire général, qui est co-construit, qui maintenant ne demande qu'à vivre et à se déployer au bénéfice à la fois de l'égalité professionnelle en interne au MENFOP, pour notamment veiller à ce que certaines professions se féminisent, comme les enseignantes, notamment en zone rurale, et puis les postes de surveillantes, mais aussi toute cette féminisation qui doit servir à améliorer la scolarisation. Merci à tout le personnel du MENFOP qui s'est vraiment fortement impliqué, sans langue de bois, vraiment, et vive Djibouti et vive le MENFOP. Eh bien, comme je vous le disais, durant ces 3 journées d'atelier, les cadres du MENFOP, de l'UNICEF ainsi que de l'ONG nationale se pencheront sur les travaux de validation du plan d'action budgétisé du plan de communication concernant la stratégie nationale d'éducation des filles 2025-2035. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons aujourd'hui, en termes de scolarisation, nous avons presque la parité au niveau du segment du primaire. Nous sommes à peu près 0,87, 0,88, un ratio de 0,87, 0,88 pour le collège, et nous avons la parité filles-garçons au lycée. Donc c'est quelque chose qui est fort louable pour le ministère. Mais dans la conception du schéma directeur 2021-2035, nous avons aussi souhaité élargir ces interventions et considérer la question genre comme une question qui doit être traitée de manière globale, de manière holistique, en tenant compte de tous les aspects. Et aujourd'hui, le résultat que vous avez produit, l'avantage de ce document, c'est que c'est un document qui a été co-construit avec la participation de tous les acteurs du ministère, que ce soit au niveau central, donc les directions, les services, mais également aussi les services régionaux, donc des régions, et surtout aussi les acteurs de terrain, les enseignants, avec l'appui du cabinet ARC qui est représenté par Madame Isabelle Guéguen, ici présente, mais également aussi de nos partenaires, et surtout les partenaires donc, UNICEF qui nous accompagnent, mais également aussi pendant quelques ateliers, les ministères de la Femme et de la Famille et le ministère de la Santé. Donc c'est un document qui va impulser aussi une nouvelle dynamique de transformation de notre système en faveur donc d'une, comme l'a dit tout à l'heure, il a été dit, en faveur donc d'une égalité et d'une équité genre. Et égalité, équité, genre veut dire pas uniquement filles ou femmes, mais aussi garçons et hommes. C'est-à-dire ces questions-là doivent être traitées pour que tout le monde, que ce soit une fille ou un garçon, que ce soit une femme ou un homme, soit bénéficie des mêmes services et des mêmes avantages en faveur donc d'une égalité et d'une équité genre. Et égalité, équité, genre veut dire pas uniquement filles ou femmes, mais aussi garçons et hommes. C'est-à-dire ces questions-là doivent être traitées pour que tout le monde, que ce soit une fille ou un garçon, que ce soit une femme ou un homme, soit bénéficie des mêmes services et des mêmes avantages, de la même attention, pour qu'il y ait donc cette question d'équité et d'égalité. D'où Dikil, une ville en pleine transformation grâce à la réhabilitation de ses voies urbaines. En effet, la région a vu l'amélioration de 3 km de voies urbaines, un projet qui constitue une grande fierté pour ses habitants. Peu à peu, la ville retrouve son éclat d'antan grâce aux travaux de modernisation entrepris par le gouvernement djiboutien. C'est un document de la rédaction signé Ali Abdoulaye Farah.
réalisation attendue depuis longtemps. Les voiries urbaines de Dikil étaient un véritable défi pour la population locale, longtemps laissée impraticable. Les habitants de Dikil, Dikilois et Dikiloises attendaient ce projet depuis de nombreuses années. Le projet de réhabilitation couvrant à la fois les voies principales et secondaires marque un tournant pour cette région de l'Unité. Le développement passe indéniablement par le développement des routes et infrastructures. Le gouvernement djiboutien a compris cette nécessité et a pris des mesures concrètes pour moderniser les voies urbaines de Dikil. Ce projet dépasse les simples travaux de construction. Il incarne une vision ambitieuse pour l'avenir de la région et de ses habitants. Ses habitants, ainsi que le visiteur, ressentent déjà les bénéfices de cette transformation qui fait partie intégrante de la vision d'avenir pour Dikil et ses environs. Pour vous faire part des répercussions sur la vie quotidienne, une équipe de reporters a fait une immersion dans le grand marché de Dikil qui longe les nouvelles voies réhabilitées. Cette zone est désormais bien plus qu'accessible et dynamique, renforçant le commerce local et facilitant les déplacements des habitants. La réhabilitation des routes a particulièrement réjoui les travailleurs du secteur informel, notamment les conducteurs de tricycles, un moyen de transport essentiel à Dikil. Ces jeunes conducteurs se réjouissent de la transformation spectaculaire des routes qu'ils empruntent quotidiennement. Leur travail, qui consiste à transporter des passagers et des marchandises dans la ville, est désormais plus facile et plus rapide grâce à ces nouvelles infrastructures. La réhabilitation de ces voies urbaines à Dikil n'est pas seulement un projet d'infrastructure. Elle représente une véritable transformation sociale et économique pour la ville. Les habitants, les travailleurs informels et tous ceux qui bénéficient de ces nouvelles routes voient un avenir plus radieux se dessiner grâce à l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie et à moderniser les infrastructures dans toute la région. Les habitants de la ville de l'Unité, autrefois confrontés à des voies impraticables, bénéficient désormais d'une accessibilité accrue. Fini les pneus crevés, fini les chocs violents provoqués par les cailloux des anciennes routes, comme nous l'affirme une jeune Dikiloise au volant de sa voiture. Les routes sont désormais bien meilleures. C'est un soulagement de ne plus avoir à subir ces secousses qui nous rendaient les trajets pénibles. Grâce à la réhabilitation, tout est devenu beaucoup plus facile et agréable. Cette amélioration des infrastructures apporte un confort quotidien à tous les habitants et symbolise un véritable avancée pour la région. Même son de cloche pour cet utilisateur de la route. Fier de l'actuel état de route, ce jeune conducteur de moto-tricycle semble être serein et confiant, assurant que la route est désormais bien entretenue et qu'on peut enfin profiter pleinement de l'état actuel des routes. Ces nouvelles voies rendent les trajets beaucoup plus sûrs et agréables. Avec l'espérance de vie de nos tricycles, je n'ai plus à m'inquiéter des mauvaises conditions des routes. Grâce à la réhabilitation, non seulement la sécurité est améliorée, mais cela donne aussi aux habitants le sentiment d'avoir un cadre de vie plus moderne et confortable. Facilitant leur quotidien et stimulant le commerce local, les commerçants de la place accueillent également avec beaucoup de ferveur ces voies urbaines qui embellissent leur déventure. Les nouvelles routes ont vraiment transformé l'aspect de notre quartier et apporté un flux de clients bien plus important. L'amélioration des infrastructures rend les déplacements plus fluides, ce qui attire non seulement les résidents, mais aussi les visiteurs et contribuant ainsi à la prospérité du commerce et à la dynamisation de l'économie locale. Ces nouvelles voies urbaines ne sont pas seulement un symbole de modernité, mais aussi un catalyseur pour un développement durable et inclusif de la région. La société des PCR, maître d'ouvrage de la réalisation de ces voies urbaines, ont agi sur les instructions du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, lors de la tournée régionale qu'ont effectué les membres du gouvernement dans les régions de l'intérieur. Une initiative qui témoignait de la volonté du gouvernement de moderniser les infrastructures et améliorer la vie des citoyens dans les régions du pays. Ces travaux ont été réalisés par la société Al-Nasri qui a respecté les délais de construction, achevant la réhabilitation en 9 mois sans retard. La qualité des travaux est conforme aux normes les plus strictes, garantissant ainsi une durabilité et une sécurité optimale pour les usagers. Cette réhabilitation représente un grand pas en avant pour la ville de Dikil et pour l'ensemble de la région, offrant une infrastructure moderne et sûre qui soutiendra le développement économique et la mobilité des habitants. Sport à présent, où la Fédération djiboutienne de natation a organisé hier une journée de compétition dédiée à la détection des jeunes talents en natation.
en particulier dans les catégories cadets, juniors. Cette rencontre qui s'est déroulée à la piscine nationale de Djibouti avait pour objectif l'identification des nageurs et nageuses les plus prometteurs en vue de leur intégration au sein de l'équipe nationale. Les compétitions ont rassemblé une cinquantaine d'athlètes issus de 3 régions de Djibouti, à savoir Djibouti-Ville, Obok et Tadjoura, témoignant de l'engagement national pour le développement du sport dans différentes régions du pays. Ce sont les meilleurs nageurs qui se sont démarqués lors des précédentes journées régionales natation. Au cours de différentes courses, les athlètes ont démontré une bonne maîtrise des techniques pour réussir une épreuve d'un nage libre en piscine, telle une gestion efficace d'un bon virage, un bon équilibre entre puissance et économie d'énergie, ou savoir gérer l'effort sur la distance. Nous avons ainsi admiré chez les concurrents l'esprit des compétitions exemplaires. Plusieurs chronos enregistrés lors de cette journée témoignent du haut niveau technique et physique de cette nouvelle génération de nageurs et nageuses. Les meilleurs parmi les athlètes, le meilleur, les crèmes des crèmes. Inch'Allah, nous souhaitons et notre objectif est de préparer ces jeunes-là pour les compétitions prochaines, Inch'Allah, qui va se présenter au niveau régional, ou continental ou international. Et Inch'Allah, nous espérons le meilleur, Inch'Allah, pour ces jeunes athlètes, Inch'Allah. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi, comme à son habitude, et face à un besoin humanitaire pressant, la garde-côte djiboutienne, sous la direction de son commandant, le colonel Waes Omar Bourré, a une nouvelle fois montré son engagement envers la solidarité nationale en organisant une opération de don de sang à l'hôpital d'Al-Hanan. Au total, 200 agents de la garde-côte se sont portés volontaires pour faire un don de leur sang dans leur but de sauver des vies et soutenir ceux de leurs compatriotes qui se retrouvent plutôt dans des situations graves. Cette initiative s'inscrit dans les cadres des efforts constants de la garde-côte pour répondre aux besoins humanitaires urgents du pays. Le colonel Waes Omar Bourré, commandant de la garde-côte, en compagnie du directeur général du CHU de Djibouti, Dr Omar Mahmoud Ismail, a supervisé le bon déroulement des opérations en présence des autorités de l'hôpital Dar al-Hanan. Ensemble, ils ont rappelé l'importance de maintenir cette opération de don de sang et ont transmis les directives nécessaires au médecin-chef de la garde-côte pour garantir la pérennité de cette initiative à l'avenir. L'impact de cette opération est significatif, en particulier pour les femmes enceintes nécessitant des transfusions pendant l'accouchement. L'approvisionnement en sang devient crucial pour garantir leur santé et celle de leurs enfants. À travers cette action, la garde-côte djiboutienne continue de démontrer son engagement à soutenir les Djiboutiens et les Djiboutiennes les plus vulnérables. Cette opération de don de sang est un témoignage de l'implication, de la forte détermination du commandant de la garde-côte à répondre présent chaque fois que le besoin de la population se fait sentir. La garde-côte reste mobilisée et déterminée à soutenir le peuple djiboutien. Direction le sud du pays, où le lauréat du Grand Prix du chef de l'État, Abdelkader Ahmed, accompagné par le vice-président de la commune de Belaous et de son équipe, ont effectué une visite de courtoisie dans la région du sud, plus précisément à Aska, à savoir Ali Sebié. Cette visite s'inscrit dans le cadre de son engagement en faveur des personnes en situation de handicap. Le lauréat a d'abord rencontré la préfète adjointe d'Ali Sebié, Mme Sirida Wabri Assoui, qui a exprimé son soutien indéfectible au projet handisport. La préfète adjointe a déclaré « Je suis déterminée à soutenir ce projet qui vise à promouvoir les handicapés dans notre société ». Concernant la séance de sensibilisation du sport, Abdelkader Ahmed a animé une séance dédiée aux personnes handicapées abordant les opportunités et les ressources disponibles pour leur épanouissement à travers le sport. Une séance a également été organisée pour les encadreurs afin de les soutenir aux outils et des méthodes. La visite de courtoisie du lauréat du Grand Prix du chef de l'État à Ali Sebié marque une étape importante dans la promotion d'inclusion des personnes handicapées grâce au soutien des autorités locales. Des projets significatifs pourront voir le jour et contribuer à une société plus équitable pour tous. Dans le cadre de la promotion des activités handisport. Et l'antenne d'un MPH va ramener directement à la direction au sud de l'extérieur des sports pour les disciplines qu'ils voudront. Parce qu'Ali Sebié, elle est trop gâtée concernant les techniciens et sportifs. Elle a des maîtres conférenciers sur l'athlétisme, elle a des entraîneurs sur le football, des entraîneurs sur le tennis de table, la pétanque, n'importe quel sport. Il y a des conseillers pédagogiques
sportifs qui sont avec nous aujourd'hui, la chance que nous avons pour accompagner notre projet. La personne que je ne devrais pas oublier, c'est le président de la République qui m'a donné la chance d'octroyer le prix de lauréat du Grand Prix du chef de l'État, et le ministre et le secrétaire d'État des Sports qui a pu me faciliter son appui technique. Eh bien, le président du conseil régional, Cheikh Macky Hassan, a également manifesté son engagement. Il a réaffirmé: nous accompagnerons les personnes handicapées dans tous les domaines, car leur inclusion est essentielle, a-t-il déclaré, pour le développement de notre communauté. L'objectif principal de cette visite est de mettre en avant l'inclusion en action. Le lauréat souhaite sensibiliser les autorités et la population sur l'importance de l'intégration des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle. Cette visite et cette initiative visent à créer un environnement plus inclusif et à encourager ces projets qui favorisent l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Du sud, on passe vers le nord du pays où l'ambassadeur du Japon à Djibouti a procédé à l'inauguration officielle des citernes enterrées dans les localités de Burahqadi et de Kouhli, situées dans la sous-préfecture de Wadi de la région d'Obok. Cette cérémonie a vu la participation du préfet de la région d'Obok et du président du conseil régional d'Obok. Ces citernes enterrées ont été financées par l'ambassade du Japon à la demande de l'association obokoise. Le président de l'association obokoise, la promotion de la culture, a remercié au nom de la population de localité l'ambassade du Japon, le préfet d'Obok, le président du conseil régional, et a rappelé que ces deux localités avaient un besoin urgent de citernes enterrées et que le problème de soif était une priorité absolue. Deux citernes enterrées de 60 mètres cubes chacune. Cette réalisation qui a été faite d'abord par l'association, mais avec l'appui et le financement du peuple japonais à travers donc l'ambassade du Japon, ici présent aujourd'hui, que d'ailleurs nous remercions amplement. Vous avez entrepris donc un travail qui a un objectif précis: lutter contre la soif. L'association nous avait proposé donc ce projet, que ce soit la préfecture ou le conseil régional. Nous, on était là pour aider à monter le projet et surtout dans sa mise en forme. Pour nous, cette réalisation aujourd'hui, Excellence, a un double objectif. La première, c'est, comme je l'ai dit, lutter contre la soif pour les populations rurales. Et dans un deuxième temps, c'est que les communautés puissent se prendre en charge. La communauté, donc la société civile, doit se prendre en charge, comme un exemple aujourd'hui ici présent, pour elle-même définir ses priorités et ainsi nous demander de l'aide pour que la population puisse aller de l'avant. Ces précisions, écoutons l'ambassadeur du Japon à Djibouti. C'est un immense plaisir que je prends part à cette cérémonie d'inauguration du projet de construction de citernes enterrées à Sadaï dans la région d'Obok. L'eau n'est jamais un luxe, mais une nécessité absolue pour la survie des personnes et du bétail. En particulier, Djibouti est affecté par les changements climatiques et nous comprenons que l'accès à l'eau est une priorité dans les plans de développement élaborés par le gouvernement djiboutien et la région d'Obok. J'ai compris que les habitants des localités de Burahagadi et de Kouhli n'avaient pas de source d'eau à proximité et devaient marcher plusieurs kilomètres chaque jour jusqu'au puits le plus proche pour obtenir de l'eau. Les femmes et les enfants étaient les principaux porteurs d'eau dans beaucoup de ménages et cette tâche quotidienne devait constituer un fardeau important. C'est dans ce contexte que l'ambassade, à la demande de l'association, a décidé de soutenir ce projet dans le cadre de son programme des micro-projets communautaires. La construction de citernes enterrées grâce à ce projet permettra de garantir une source d'eau à proximité et d'améliorer l'accès à l'eau pour les habitants
Il est également prévu d'améliorer la qualité de vie en réduisant les tâches quotidiennes et en améliorant l'hygiène. Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements au préfet de la région d'Obok et au président du conseil régional pour leur soutien constant qui a permis de garantir la mise en œuvre réussie de ce projet. J'espère que nous pourrons collaborer davantage pour assurer la continuité de cette initiative. À cet égard, je tiens à exhorter le comité de gestion et les bénéficiaires à prendre soin de ces citernes enterrées afin d'en assurer la pérennité. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, au Proche-Orient, au moins 11 Palestiniens, dont 2 enfants et une femme, ont été tués jeudi soir dans une frappe de drone israélien visant une maison résidentielle dans le nord de Gaza, selon des sources palestiniennes. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que des drones israéliens ont tiré plusieurs missiles sur une maison familiale dans la zone de Tel al-Zatar, provoquant une large destruction et blessant plusieurs personnes à l'intérieur. L'armée israélienne a tué au moins 45 Palestiniens lors des frappes aériennes, frappes des drones, d'attaques, d'artillerie intensif à travers la bande de Gaza, selon ses sources médicales palestiniennes, des équipes de défense civile et des témoins. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.